Bon vendredi soir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure. Mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée et formée en anthropologie médicale et évidemment votre animatrice et productrice de ce webcast hebdomadaire. Et oui, même aux fêtes, je ne fais pas relâche, je viens vous partager l'information en santé, toujours de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Ce soir ne fait pas exception. On va parler d'un sujet qui est un petit peu tabou. Vous savez que on aborde tout ce qui touche notre santé sur les différents plans, mais vraiment dans une perspective globale. Alors, j'avais annoncé que j'allais parler du sucre ce soir et je me sentais pas confortable avec la thématique. En ce 22 décembre, je me suis dit, je vais casser le party de Noël. Je voulais pas être le Grinch de Noël. Alors, j'ai décidé de remettre la thématique du sucre à vendredi prochain. On sera à quelques jours du défi 21 jours de détox. Alors, ça sera en plein dans le temps. Je vais vous laisser passer quand même Noël pour profiter un petit peu de votre nourriture que vous avez préparée. Alors, ce soir, j'ai plutôt choisi de vous parler d'une thématique qui nous affecte tous, mais bon, à différents niveaux, évidemment, mais c'est la question de la grande division post-pandémique. C'est la manière que j'ai choisi de l'intituler. On peut l'appeler de différentes façons. Il y a des gens qui vont parler de fatigue pandémique, il y a des gens qui vont parler carrément de stress post-traumatique, post-pandémique. Eh bien, on va décortiquer un peu ça ensemble, mais l'idée, c'est de voir pourquoi on se sent, comment on se sent en ce moment. Plusieurs d'entre nous vivons de l'isolement, vivons de la solitude. Plusieurs m'ont partagé qu'ils vont passer les fêtes seuls cette année. Alors, on va aller voir c'est quoi qui se passe. Qu'est-ce qui nous a affectés tellement dans cette histoire de pandémie pour qu'on ait autant de difficultés à reprendre notre vie normale, entre guillemets, si on peut parler de normalité. Alors, on va se faire une petite mise en contexte géopolitique, socio-historique du Québec. Allez voir qu'est-ce que ça fait réellement le stress post-traumatique, parce que c'est réellement de ça dont il est question. Comment ça se lie avec nos 5 blessures? Je vous ai fait un Santé sans censure il y a quelques semaines, justement sur la thématique des 5 blessures. Et en faisant ce live, je me suis rendu compte à quel point plusieurs d'entre nous avons été touchés dans notre blessure de rejet, mais aussi d'injustice. Donc, on va faire un parallèle avec tout ça pour essayer de mieux comprendre. Et puis, la semaine dernière, je vous avais fait un Santé sans censure sur comment survivre au temps des fêtes. Alors évidemment, tout ce qu'on a abordé la semaine passée, ça va être de mise pour ce qu'on vit par rapport à cette fameuse division post-pandémie. Alors on saute sans plus tarder parce que c'est un sujet vraiment fascinant et qui a plusieurs volets que j'ai essayé de synthétiser. Donc, il y a quand même pas mal de matériel. En passant, vous savez que toute mon information est référencée scientifiquement. Je ne partage plus les liens en en-tête pour les raisons de censure que vous connaissez. Mes membres, les membres de mon membership ont accès à ces documents. Je suis en train de tout installer ça sur un nouveau site web. Donc, ceux qui ont déjà accès au site web en ce moment, vous avez une trentaine de directs de disponibles. C'est parce que les autres sont directement téléchargés dans le nouveau site web. Ça s'en vient. Vous retrouvez également des lives sur ma chaîne YouTube, mais tous les documents donc seront disponibles pour ceux qui veulent aller valider les liens, qui veulent entamer des conversations, parce qu'évidemment, c'est ça le but de l'exercice. Vous écoutez en direct, vous partagez les émissions, mais surtout vous en parlez dans l'entourage, et c'est comme ça qu'on va arriver à le construire, ce nouveau monde dont nous rêvons tous. Alors, il faut comprendre que lorsque la pandémie est arrivée en 2021, on était déjà dans un contexte social particulier. On peut même parler de 2020 parce qu'on va parler, disons, de mars 2020, mais où est-ce qu'on a vraiment commencé à sentir l'essoufflement et la fatigue? C'est évidemment dans les mois qui ont suivi parce que là, les mesures qui ont commencé à créer cette division au sein de notre société ont commencé à être de plus en plus présentes. Qu'on pense aux masques, qu'on pense aux injections géniques expérimentales, c'est là où il a commencé à avoir
une division, une fraction au sein de la société québécoise, puis un peu partout dans le monde, il ne faut pas se le cacher, des gens qui appuyaient ces mesures et des gens qui ne les appuyaient pas. Aujourd'hui, quand je faisais mes recherches pour mon contenu et que je faisais une recherche sur les mots division, bon, évidemment, je fais mes recherches en anglais, je faisais pandemic divide, donc division pandémique, et des mots-clés qui tournaient autour de ça. Et c'est très intéressant parce qu'évidemment, j'utilise Google comme outil de recherche et on n'avait que la version des injectés qui nous en veulent en réalité parce que pour eux, on a posé un choix égoïste en ne voulant pas se faire injecter. Je ne sais pas si on a compris des choses entre-temps, mais vous allez comprendre aussi pourquoi cette réaction de leur part est la réaction de notre part et en grande partie, c'est ce qui continue d'alimenter cette division. On va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. Donc, quand la pandémie est arrivée en 2020 puis en 2021 avec ces mesures, il faut comprendre qu'il y avait déjà un contexte socio-historique au Québec qui a facilité l'implantation de ces mesures autoritaires. Vous savez certainement que le Québec avait les mesures les plus autoritaires, non seulement au Canada, mais en Amérique du Nord. Et on était dans le top 3 avec la France, avec certaines parties de l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, on était vraiment parmi ceux à avoir écopé des mesures les plus strictes. Alors, comment ça se fait qu'au Québec, on s'est laissé imposer tout ça, alors que, par exemple, en Ontario, ça ne se passait pas de la même façon, encore mieux en Alberta, c'est là où les mesures semblaient, en tout cas de l'extérieur, être les moins présentes, les moins pires au pays. Donc, pourquoi au Québec, ça a passé comme du beurre? Pourquoi est-on si malléable et si soumis? Il faut déjà aller voir ça parce que si au point de départ, on avait déjà mis un frein aux mesures ou qu'on les aurait acceptées de manière, disons, plus pondérée, c'est sûr que cette division qu'on retrouve maintenant au sein des Québécois aurait aussi été moins profonde. Alors, ce qui a favorisé chez nous, c'est d'abord qu'on est un peuple de colonisés. Alors ça, il faut le voir que dans notre psyché, dans notre espèce d'inconscient collectif, on dépend de la terre-mère parce que vous savez qu'au Canada, on a encore un gouverneur général, on est encore une extension en réalité de l'Angleterre, donc on plaide encore allégeance à la reine. Alors, on est un peuple de colonisés, donc par définition, qui a de la difficulté à assumer sa souveraineté. Vous savez aussi que les deux fois où on a eu des référendums au Québec pour obtenir justement cette souveraineté, les deux fois, l'exercice a échoué, même si on est la seule province francophone, non seulement au Canada, mais en Amérique du Nord, même si on a un passé qui nous associe beaucoup plus à la culture française qu'à la culture anglaise, qu'on est une société distincte et reconnue comme telle, eh bien, on n'arrive jamais à s'autonomiser complètement. On est aussi la province au Canada où on a été les premiers à bénéficier de la Régie de l'assurance maladie, donc à mettre notre argent en commun pour soutenir le système de maladie, les caisses populaires, ensuite le régime d'assurance médicaments. Donc, on a cet aspect plus socialiste chez nous que dans le reste du pays. Et cet aspect socialiste nous vient en grande partie non seulement du fait qu'on est un peuple de colonisés, donc on s'est regroupés ensemble, et parce qu'on est isolé au sein d'un environnement anglophone, donc on est tissé un peu plus serré, mais l'Église catholique a vraiment aussi développé ce sentiment de solidarité. Il y a des traits moins intéressants qu'on peut associer justement à l'Église catholique qui a exercé une influence considérable au Québec jusque vers la fin des années 50, début des années 60. Donc, l'historienne Lucia Ferretti parle même de statut d'organisatrice principale de la société québécoise. Donc, on le sait, la société québécoise s'articulait autour de la religion catholique. Alors,
pour le bon et le moins bon. Et donc, ça aussi a contribué à ce sentiment de soumission, ce sentiment d'accepter qu'il y ait une autorité morale au-dessus de nous, que ce soit le prêtre de la paroisse, que ce soit l'évêque. Et ensuite, au niveau, encore une fois, de la politique, pensons par exemple à Maurice Duplessis. Donc, Maurice Duplessis qui est associé, selon certains historiens, euh, à des dictateurs. Donc, on a rien à envier à d'autres dictatures au Québec. Duplessis, qui a exercé sa poigne de fer sur la province de Québec durant 18 ans, donc de 1936 à 1959, lors de son décès. Donc, c'était le premier ministre à être en poste le plus longtemps au Québec aussi avec sa main de fer. Donc, une partie de nous autres, les Québécois, dans cette philosophie aussi dont on est né pour un petit pain. On a connu la défaite aux mains des Anglais sur les plaines d'Abraham. Le Québec a eu sa reddition en 1759. Attendez, je ne vais pas vous dire des niaiseries. Oui, 1759. Donc, on voit que on arrive au Québec, on arrive en Amérique du Nord, on se tient tissé serré. Après ça, on se fait défaire par les Anglais. La religion catholique s'installe. On a des politiciens qui mènent le Québec dans une poigne de fer. Et quand on a commencé à s'affranchir du catholicisme et de ce genre de politiciens au Québec, je ne suis pas sûre qu'on est complètement affranchi de ce genre de politiciens, mais on a un petit peu tombé sous l'emprise de l'empire pharmaco-médical, hein, parce que si vous allez dans n'importe quel Tim Hortons un après-midi où est-ce que des personnes à la retraite, des personnes du troisième âge sont réunies, elles vont vous parler de leur maladie, elles vont vous parler de leurs médicaments, elles vont vous parler de leur visite chez le médecin. Donc, on a un petit peu remplacé le clergé par l'édifice pharmaco-médical. Et donc, tout ce contexte socio-historique, politique, nous a, d'une certaine façon, prédisposés à être des moutons, à être faciles à se faire gouverner parce que, si vous voyez aussi, on aime ce genre de politiciens. Il y a une raison pourquoi on a élu François Legault au pouvoir, c'est que aussi, lorsqu'on est dans un état de stress ou dans un état de peur, notre cerveau va favoriser l'écoute parce que on bloque avec la production des hormones de stress que sont le cortisol et l'adrénaline, notre cortex préfrontal qui est le centre du raisonnement. Et là, c'est le cerveau primitif qu'on appelle aussi le cerveau reptilien. Je ne sais pas s'il y a un lien avec les autres reptiliens, mais bref, c'est notre cerveau reptilien qui domine. Et dans ce temps-là, quand on est dans cet état de panique ou de lutte ou de fuite, on va écouter en prédominance la voix de notre père. Alors, ces politiciens paternalistes, condescendants, contrôlants, autoritaires, ben, on les met au pouvoir parce qu'il y a une partie de nous autres, comme disait la comédienne, qui aime ça quand le gouvernement nous impose des règles parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir. En tout cas, je dis on, je ne m'inclus pas dans le on et je sais que les gens qui me suivent en général ne font pas partie de ce on de suiveux, de moutons non plus. On a plutôt été, en général, tout au long de notre vie, qualifiés de moutons noirs. C'est pour ça que je vous ai mis l'image sur le cover de l'émission d'aujourd'hui du troupeau de moutons blancs avec le mouton noir qui ressort. Je vous avais fait aussi il y a 2 ans un live intitulé La revanche des moutons noirs que les gens ont beaucoup aimé, qui a beaucoup circulé parce que justement, on s'identifie. Alors, on avait déjà ce contexte-là qui allait nous conduire à cette grande division qu'on connaît maintenant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé durant la pandémie sur cette division qui nous prédisposait déjà à la situation actuelle ou à cette grande division? C'est ce que professeur Robert Malone a appelé la psychose de masse. Alors, psychose de masse, là, si vous cherchez, vous allez voir que ce n'est pas un terme reconnu par les associations de psychologues, mais il ne faut pas s'en surprendre parce que vous savez que tout ce qui est ordre en médecine conventionnelle et les professions alliées qui ont des ordres ben, sont aussi contrôlés par le même appareil
pharmaco-médicales et donc les dynamiques de pouvoir, de l'argent, de Big Pharma et tout ça. Alors évidemment, ils soutiennent entre eux cet édifice pharmaco-médical que je dénonce depuis 25 ans. Alors, le terme n'est pas reconnu par ces associations, mais plusieurs chercheurs en ont parlé. C'est pas professeur Malone qui est sorti avec ça, mais disons qu'il a remis ce concept au goût du jour avec ce qui se passait durant la pandémie. Alors, une psychose de masse, c'est ce qui se produit lorsqu'une grande partie de la société perd le contact avec la réalité et sombre dans l'illusion. Alors, pourquoi il y a une perte de contact avec la réalité? Justement parce que ce phénomène que je vous expliquais, que lorsqu'on perçoit grâce à nos cinq sens quelque chose que notre cerveau va interpréter comme un stress, à raison ou à tort. Hein? Des fois, on peut se mettre à penser qu'on va perdre notre emploi, que notre chum nous a trompés, qu'il va y avoir une guerre nucléaire, qu'on va avoir un blackout, et on va se mettre à avoir des palpitations. Des soirs, on va déclencher les réactions physiologiques associées au stress. Alors, c'est à tort ou à raison. Le corps ne fait pas la différence. Mais dès qu'on perçoit un stress, alors on a cette sécrétion d'hormones de stress, cortisol et adrénaline principalement, qui va donc boycotter d'une certaine manière notre intelligence, notre cerveau rationnel pour mobiliser toutes les ressources de notre corps pour prendre la lutte ou la fuite. Donc, évidemment, ce n'est pas le temps d'élaborer sur le théorème de Pythagore ni de digérer le Big Mac. Si on pense qu'on est poursuivi par un tigre rayé, il faut prendre la lutte ou la fuite sans trop raisonner. Donc, c'est pour ça que quand on est soumis à la peur, on fait, comme disait Arruda, des hosties-niaiseries. Alors, c'est vraiment ce phénomène qui est à l'œuvre. Et évidemment, ben, les dirigeants, les gouvernements connaissent ces phénomènes et les exploitent pour atteindre des buts. Donc, les exemples de psychose de masse, on a juste à penser à la chasse aux sorcières qui est survenue en Europe et aux États-Unis au 16e et au 17e siècle. Alors, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à voir des sorcières partout. Et puis, il y avait des bénéfices également à cette époque pour les royaumes. Hein. On brûlait les sorcières, on créait des peurs collectives et on s'accaparait les terres de ces femmes dont les maris avaient péri dans les guerres. Et puis, c'était encore le royaume, c'était encore les gouvernements de l'époque qui étaient donc les royautés qui bénéficiaient de ces psychoses de masse. Alors, c'est pas non plus survenu qu'à cette époque, mais Young a étudié ce phénomène. Il a déclaré un fait très intéressant. Il dit que les gens deviennent inférieurs. Hein, vous savez, quand les gens ont peur, ils vont commettre des gestes et des actes qu'ils ne feraient pas en temps normal. Alors, vous savez, par exemple, quand le gouvernement encourageait la population à délater les voisins, ben, en temps normal, probablement que les voisins n'auraient pas fait ça. Mais là, parce que la peur était alimentée et parce qu'on veut être inconsciemment ou consciemment des bons petits chrétiens, on fait ce que le gouvernement nous demande. Alors, Young poursuit en disant que les gens deviennent inférieurs, mais aussi que des crimes qui n'auraient pas été commis par des personnes seules sont librement commis par le groupe. On peut penser à tous les génocides de l'histoire aussi qui vont tirer parti de cette propension à, à être dans notre partie inférieure, dans nos chakras inférieurs, lorsque la peur est alimentée. Lorsqu'on a peur, non seulement on écoute la voix de papa, mais lorsqu'on a peur aussi, on rejette tout ce qui est étranger à nous. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à créer des guerres civiles et des génocides. Il y a un autre chercheur que je trouve très intéressant, un psychiatre qui a pratiqué en Hollande sur l'occupation, nazie. Donc, vous comprenez que c'est quelqu'un qui s'est qui était carrément impliqué sur le terrain et qui a bien compris ces dynamiques. Et il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Rape of the Mind, qui a été publié en 1956, mais qui est encore complètement d'actualité, que j'ai découvert durant la pandémie en réalité. Alors, ce chercheur s'appelle Just Mirlo, c'est Jost
Meerloo, c'est Meerloo. Donc, c'est un psychiatre, comme je l'ai mentionné, qui a pratiqué en Hollande sous l'occupation nazie, mais il a ensuite poursuivi sa carrière aux États-Unis, membre du corps professoral de l'Université Columbia, professeur agrégé de psychiatrie à la New York School of Psychiatry. Donc, ce n'est pas des théories loufoques, c'est un chercheur très bien réputé. Alors, il décrit la psychose de masse comme un système organisé d'intervention psychologique et de perversion judiciaire par lequel une classe dirigeante peut imprimer ses propres pensées opportunistes dans l'esprit de ceux qu'elle prévoit d'utiliser et de détruire. Donc, le livre a été écrit en 1956. Je pense que on peut s'entendre pour dire que c'est encore complètement d'actualité et je pense qu'on peut déjà voir que cette définition de la psychose de masse s'applique à ce qu'on a vécu. Ce professeur Meerloo a aussi observé les applications totalitaires des techniques de lavage de cerveau pendant la guerre de Corée. Alors, il décrit le lavage de cerveau scientifique, donc programmé, là, euh, euh, qui dit que presque personne ne peut d'abord résister à un lavage de cerveau scientifique. Alors, c'est la peur et la pression continue qui sont connues pour créer une hypnose mentale. Hein. On a bloqué le processus rationnel et on répète avec des points de presse et de la propagande pour vraiment rendre les gens dans cet état d'hypnose qu'il qualifie de menticide, donc qui tue le mental. La personne vit en transe, répétant le disque qui lui a été gravé par quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, on a tous vécu ça, on a tous été témoins de ça, qu'on essaie d'avoir des conversations intelligentes, on apporte des arguments des lives de Chantal Lam ou de d'autres lanceurs d'alerte, on cite des études cliniques et on se fait dire « Ouais, t'es juste une complotiste. Ah, si c'était vrai, il en parlerait à la TV. » Quelle TV? C'est partout dans le monde. Hein? Donc, on se faisait lancer ce genre d'arguments tout cuit dans le bec. On sait que les gens adoptaient ces qualificatifs très peu flatteurs de Covidio, etc., pour se sentir qu'eux faisaient partie du groupe. Hein? Les bien-pensants étaient du bon côté, puis mettaient leurs photos avec leur injection sur Facebook. Et donc, c'est cet état d'hypnose collective. Alors, évidemment, pour nous, qui ne sommes pas dans cet état d'hypnose, c'est très difficile de conjuguer notre compréhension de la réalité, ce que nous vivons au quotidien, alors que des gens avec qui on avait une relation affective, que ce soit notre famille immédiate, notre famille élargie, nos collègues de travail, des amis, aujourd'hui, qu'on les voit pris dans cet état d'hypnose généré par la psychose de masse, eh bien, c'est très difficile de pouvoir continuer de communiquer comme on le faisait avant avec eux. Et pour eux aussi, parce que vous comprenez qu'eux sont dans un état d'hypnose et nous, on est éveillés à côté. Alors, c'est très confrontant et il y a une espèce de dissonance cognitive qui s'installe en eux, mêlée de peur parce qu'on leur parle des effets secondaires, des injections, ils voient bien les choses passer. Ils ont bien vu qu'on est passé de parfaitement sécuritaire et efficace à ouais, ben finalement, ça ne transmet pas c'est-à-dire ça n'empêche pas le fait d'attraper la maladie ni de la transmettre. Et là, il commence à être question des effets secondaires. Alors, évidemment, ces gens-là ne peuvent plus, après 2, 4, 6 doses, euh, nous rejoindre dans notre état d'éveillé, s'extirper de cet état d'hypnose engendré par la psychose collective de masse. Donc, c'est très, très difficile et on est dans des espèces de réalités parallèles. Alors, le chercheur Meerloo continue en disant que les déclencheurs de cette psychose de masse collective sont psychogènes. En général, celui qu'on va retrouver le plus fréquent, c'est la peur qui va générer un flot d'émotions négatives et carrément rendre la personne folle. Ça peut pousser un individu dans un état de panique. Et lorsqu'on est en état de panique, on va chercher un soulagement. Parce qu'encore une fois, on est submergé d'hormones de stress qui veulent qu'on prenne la lutte ou la fuite. Mais là, durant la pandémie,
il n'y avait nulle part où lutter ou fuir. Donc, les gens étaient en cet état d'hormones de stress. Alors, c'est comme si le cerveau dit, mais là, je reçois plein d'hormones comme s'il fallait prendre la fuite parce qu'on est poursuivi par un tigre rayé. Mais il n'y en a pas de tigre. Alors, qu'est-ce que je fais avec toutes ces hormones de stress? Donc, le cerveau se met à la recherche d'une solution. Il se met à la recherche d'une explication pourquoi on est constamment bombardé d'hormones de stress. Alors, c'est là que la personne va entrer dans un état qu'on va appeler un épisode psychotique en réalité, où elle va réorganiser son monde expérimental qui va mélanger les faits et la fiction d'une manière qui va le rendre plus acceptable. Donc, c'est comme si le fait d'être bombardé constamment de nouvelles épeurantes et de toutes sortes de choses épeurantes, maintenant, c'est l'ébullition de la planète, c'est toutes ces choses qu'ils utilisent de manière répétitive et propagandiste pour générer la peur. Alors, la personne, à force d'être tout le temps dans cet état de peur, non seulement le cerveau, le cortex préfrontal ne fonctionne plus, donc ils ne peuvent plus raisonner correctement, ils sont dans cet état de panique, mais à un moment donné, leur cerveau commence à dire, mais pourquoi on est en panique? Il n'y en a pas de tigre rayé qui nous poursuit, mais il faut toujours bien qu'il y ait une explication à cette panique. Donc, c'est là où la personne, évidemment, c'est un processus inconscient, va se mettre à mélanger des faits qui relèvent de la réalité, mais dans beaucoup de cas, de la fiction aussi. Que ce soit la fiction qui a été entretenue par la propagande ou la fiction que cette personne-là s'est créée. C'est-à-dire que le biais engendré par la peur va faire qu'elle va lire la même nouvelle que nous, mais elle ne va pas la percevoir de la même façon. Le fait qu'elle est déjà dans un état de peur puis un état de subjectivité, c'est sûr que le narratif d'ébullition de la planète va rentrer beaucoup mieux. Le narratif de il faut manger des insectes, arrêter de manger de la viande ou sinon on va manger de la viande cultivée en laboratoire, la viande Frankenstein, comme je l'ai parlé dans un live précédent, eh bien, ça va rentrer parce que la personne est dans cet état d'hypnose qui a été généré par la psychose de masse. Je vous explique tout ça parce que je me fais constamment dire par les gens, mais comment ça se fait qu'ils ne voient pas ça? Comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas? Mais je vous l'explique, c'est parce qu'ils sont dans cet état d'hypnose et donc il y a un état de psychose, c'est-à-dire un épisode de réorganisation de la réalité. Ils ont perdu contact avec la vraie réalité et comme ils sont encore un nombre dominant, ils sont une masse critique de leur côté, bien, ils ont l'impression que ceux qui ont perdu le contact avec la réalité, ce sont nous, les éveillés. Et comme je vous dis, c'était très intéressant la recherche aujourd'hui parce qu'ils continuent encore de nous voir comme des gens égoïstes qui avons mis la sécurité du peuple en danger, même si maintenant c'est clairement admis que les injections ne réduisaient pas ni la propagation ni l'infection. Dans certains cas, peut-être réduire la sévérité des symptômes, et c'est un gros peut-être. Donc, même en sachant tout ça, ils continuent de nous voir comme des gens qui étaient égoïstes, qui n'ont pas voulu se soumettre, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a une déconnexion avec la réalité. Il y a un autre psychiatre qui s'est intéressé au phénomène au 20e siècle, qui s'appelle Silvano Arietti. Il dit que la panique mène à une perspicacité psychotique qu'il appelle, et il parle aussi de cet assemblement de choses en convenant une façon pathologique de voir la réalité qui lui permet d'expliquer ses expériences anormales. Donc, on essaie de comprendre pourquoi on est poursuivi par le tigre rayé alors qu'il n'y a plus de tigre de présent. Et cette illusion permet à la personne d'échapper au mode de panique, mais au prix de perdre le contact avec la réalité. Donc, vous comprenez, c'est vraiment ce phénomène qui a été déclenché et entretenu par la propagande et les gouvernements et les médias complices qui a fait que les gens ont eu tellement peur et de manière tellement soutenue qu'à un moment donné, non seulement ils ont subi ce lavage de cerveau qui a conduit à un état d'hypnose qui les a prédisposés à la suite, mais ces hormones de stress à haut taux tout le temps a créé un épisode psychotique intérieur qui fait que les gens ont dû réorganiser leur monde intérieur en mêlant les faits et la fiction pour que cette nouvelle réalité se
taux d'hormones élevé, le fait qu'on ne puisse pas faire confiance à ces autorités, le fait qu'on veuille nous soumettre à consommer des insectes et de la viande Frankenstein et à nous soumettre à une identité numérique qui va traquer au moindre geste toutes nos transactions bancaires, etc., eh bien, c'est leur façon de rendre tout ça acceptable et c'est pour ça qu'ils ne se révoltent pas. Hein? Ça aussi, vous êtes nombreux à m'en parler, de dire, mais je ne comprends pas qui accepte ça. Puis là, vous le comprenez. Il y a un mécanisme en réalité, cette psychose a désorganisé leur réalité intérieure et ils sont complètement maintenant vulnérables, malléables. Et c'est le but de cet exercice que Joust a appelé le menticide. Alors, il décrit le menticide en 4 étapes. D'abord, l'étape de générer la peur, on la connaît bien, et il expliquait même, je rappelle que le livre a été publié en 1956, The Rape of the Mind, et il disait que si on fait ces processus de peur par vague, vous vous rappelez, hein, première vague, deuxième vague, etc., ça va être encore plus efficace parce que plus déstabilisant. Tu passes une vague, là, on nous disait, oui, mais là, il faut réduire les hospitalisations. Puis là, il faut aplatir la courbe. Puis là, il faut, puis là, il faut. Fait que là, à chaque fois, c'est comme la souris dans la roulette, le hamster qui fait rouler la roulette essaie d'aller de plus en plus vite parce qu'on lui dit encore un petit effort, encore un petit effort. Et là, dès qu'il y a un léger soulagement, ou en tout cas qu'il pense avoir un léger soulagement, on lui fait comprendre que, ben non, il y a une deuxième vague d'arrivée et il faut encore que tu pédales. Et alors, on fait comme ça par vague, mais à chaque fois, on ne nous laissait pas le temps de revenir à un état de normalité qu'on appelle l'homéostasie en naturopathie. Donc, c'est comme si le baseline à chaque fois augmente, comme les grenouilles dans la marmite d'eau bouillante, on augmente d'un degré à la fois et par le temps que les grenouilles réalisent que l'eau est en ébullition, eh bien, elles sont cuites. Et c'est un peu ce qu'on fait dans ce processus de menticide qui vise vraiment donc à briser toute résistance et à nous rendre soumis et dociles. Alors, la deuxième étape du menticide, c'est la propagande. Et là, évidemment, c'est là où le fait d'avoir mis tous les médias de leur bord, c'est pour ça que des personnes comme Bill Gates se sont infiltrés dans les écoles de journalisme via des prix et tout ça. Et bon, toutes les grandes sociétés de nouvelles aux États-Unis, un peu partout dans le monde, sont aussi complètement infiltrées. On sait qu'il y a environ 6 entreprises qui dirigent 95 des nouvelles auxquelles on est soumis et ces entreprises appartiennent d'une manière ou d'une autre aux élites de ce monde via des corporations comme BlackRock et Vanguard. Donc, la propagande euh, agit aussi en nous donnant de l'information très souvent qui est contradictoire. Vous vous rappelez, hein, le masque est efficace, le masque n'est pas efficace. Il faut une distance de 2 mètres entre les personnes au Québec, mais ailleurs dans le monde, 1 mètre de distance. L'information était contradictoire, l'information était complètement illogique parce que les gens avaient des boîtes de masques sur lesquelles ça disait que c'était pas efficace contre les virus, mais il fallait les porter contre un virus dans la communauté, alors que tous les lanceurs d'alerte vous ont dit depuis le début que ce n'était pas efficace, et voire mensongère de l'information. Et ça fait perdre aussi les repères aux gens parce que si on alterne une information vraie avec une information fausse et qu'on met des personnes que normalement vous respectez, que ce soit des chefs d'antenne comme Charles Bruno, que ce soit des chroniqueurs comme Martineau, que ce soit certains scientifiques comme les vents dominants, celui des vents dominants dont j'oublie le nom, eh bien, des fois, ils vous disent la vérité, ce qui fait que quand ils arrivent avec un mensonge ou une information contradictoire, ou même le directeur de la santé publique, on s'en rappelle tous, eh bien, ça va créer une déstabilisation et une confusion dans le mental qui est déjà soumis à la peur et donc qui n'arrive plus à réfléchir de manière rationnelle. Ensuite, on va créer l'isolement. Je vous rappelle que cette information est extraite du livre Rape of the Mind, publié en 1956. On dirait que c'est le textbook des classes de ce monde et des autres qui ont mis en application ces mesures. Alors, l'isolement fonctionne bien parce que l'humain, dans toutes les études qu'on fait au niveau de la longévité et de la santé, on confirme que l'humain est un être social. Quand on parle, particulièrement les femmes, quand on parle de nos problèmes,
on va sécréter de la sérotonine qui va avoir un effet de supporter notre humeur, qui va avoir un effet calmant. Et donc, quand on vit de l'isolement, on est malheureux, on est éventuellement malade de notre isolement. Et en plus de ça, c'est que quand on isole les gens, on crée une absence de force correctrice, c'est-à-dire que justement, une chance qu'on arrivait à travers les médias sociaux et les médias à transmettre un peu d'informations, mais vous isolez les gens et vous leur faites croire, par exemple, qu'il y a des gens qui meurent partout autour d'eux, qu'ils sont enfermés chez eux et que c'est le même message qu'ils entendent aux nouvelles à tous les jours et que personne vient leur donner une autre version des faits. Vous comprenez que ça va fonctionner encore mieux. Donc, l'isolement était utile. Il y a d'autres chercheurs comme Ivan Pavlov qui ont fait des études aussi sur ce qu'il a appelé le conditionnement comportemental. Il isolait des gens dans des laboratoires. Évidemment, il se rendait compte que lorsque les gens avaient moins de stimulation sociale, mais aussi sensorielle, ils étaient plus faciles à conditionner. Donc, toutes ces études, il n'y a pas juste moi qui y a accès. Évidemment, les gens qui veulent faire de l'ingénierie sociale s'inspirent de ces chercheurs. Alors, la quatrième étape et la dernière, c'est l'étape de la solution ou so-called solution. Les totalitaires peuvent maintenant offrir une issue et un retour à l'ordre. Alors, ils vous disent, OK, maintenant, là, la solution, vous vous rappelez comment on se faisait dire, bien, si vous vous faites tout injecter, là, on va revenir à la vie normale. Hein? Après ça, le discours, c'était, oui, mais c'est une fenêtre d'opportunité pour le Great Reset. Donc, faites-vous injecter, oubliez ça, il n'y en aura pas de retour à la vie normale. On va en profiter pour faire le Great Reset. Alors là, on vous promet un retour à l'ordre et là, vous êtes dans le chaos, vous êtes dans la peur et vous dites, OK, parfait, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, évidemment, tout ça a un prix. Les masses doivent renoncer à leur liberté et céder le contrôle de tous les aspects de leur vie à l'élite dirigeante. Et ça, on l'a vu par exemple avec 911. Hein? Donc, suite au 11 septembre, on a permis aux policiers de pouvoir faire des investigations, de pouvoir nous demander notre cellulaire dans notre voiture sans mandat de perquisition, encore toujours sous la menace du terrorisme. On a enclenché des guerres sous la menace du supposé terrorisme et d'armes de destruction massive. On a su par après qu'elles n'ont jamais existé. Donc, on a créé ces opérations de faux drapeaux rouges, hein, des red flag operations, comme on les appelle en anglais. On a mis tout un appareil de propagande autour de ça pour continuer d'entretenir la peur et dire aux gens, bien là, nous, on va vous protéger des méchants terroristes. Vous avez vu comment ils ont fait exploser les tours jumelles. Alors, il faut nous donner vos droits et libertés. C'est là qu'arrivent des gens comme Julian Assange dans le décor pour nous dire, attention, vous avez le gouvernement qui vous épie et qui transgresse vos droits et libertés. Julian Assange, d'ailleurs, auquel on vient d'accorder un procès, en fait, je ne pas dire un procès, mais un exercice en cours où il aura la chance de faire valoir pourquoi il ne devrait pas être envoyé aux États-Unis. Donc, ça va être intéressant, des choses très intéressantes qui se passent dans l'actualité politique présentement. Alors, évidemment, on nous présente ces solutions en nous disant, ben, il faut à chaque fois nous donner un peu plus de votre liberté. Et donc, ben, les petits hypnotisés hein, par la psychose collective de masse vont renoncer à la capacité d'être des individus autonomes qui sont responsables de leur propre vie et deviennent des sujets soumis et obéissants. Nous devons sombrer dans l'illusion de la psychose totalitaire. Donc, ça, c'est le contexte, c'est ce qui a amené à cette grande division, c'est ce qui fait qu'on a l'impression parfois de parler avec des extraterrestres et je peux vous dire que eux autres aussi, quand ils parlent avec des éveillés, ont l'impression de parler avec des extraterrestres, mais c'est vraiment ce processus de psychose de masse qui a été orchestré pour hypnotiser les gens et leur faire acheter un message dans le but éventuellement de leur confisquer leurs droits et leur liberté. Évidemment, nous autres qui n'avons pas sombré dans cette psychose et dans cet état d'hypnose, on voit clair dans le jeu et on ne veut pas que nos droits et libertés soient transgressés.
on n'est pas prêt à se soumettre à cette surveillance constante, à l'identité numérique, etc., etc. Je trouve ça très intéressant de voir ce qui se passe au Québec en ce moment avec les grèves, parce que on a finalement une chance de se sortir de cette torpeur sociale immense, parce que grâce à cette grève dont malheureusement plusieurs font les frais, c'est vraiment pas un bon temps de l'année, mais ça aussi c'est voulu et c'est orchestré pour être privé de son salaire et tout ça. Mais donc, si les gens se laissent imposer, encore une fois, ce que le gouvernement veut faire, ça va être le dernier stade de l'abdication et maintenant, la population va envoyer le message clair au gouvernement que nous sommes dans cet état de soumission et d'obéissance. Alors, c'est notre opportunité de dire au gouvernement, c'est ici que ça s'arrête. On a été des bons petits chrétiens pendant les 3 dernières années et quelques, mais c'est ici que ça s'arrête. On a masqué nos enfants. On a injecté 92 de la population au Canada et on a fait tout ce qu'on nous demandait, mais c'est ici que ça s'arrête. On est sorti de cet état d'hypnose. On n'embarquera pas plus dans l'histoire des booster shots qu'on embarquera dans l'histoire de consommer des insectes, des grillons, qu'on embarquera dans l'histoire de l'ébullition climatique. Hein? Donc, c'est vraiment notre opportunité de mettre un pied par terre et il faut profiter, nous les éveillés, de ce contexte social en ce moment pour tendre la main à ces gens qui, comme je vous dis, sont dans cet état de dissonance cognitive où la pilule est juste trop grosse à avaler en ce moment. Imaginez, ils se sont fait fourrer depuis pratiquement 4 ans. Ils sont obligés d'admettre que tout le monde en qui ils avaient confiance en partant par leur médecin de famille, leur pharmacien du coin, Papa Legault, l'OMS, puis mettez-en, ils sont obligés d'accepter d'un seul coup. Nous autres, notre réveil s'est fait, heureusement, progressivement. Mais là, eux autres, il faut qu'ils acceptent d'un seul coup qu'ils se sont fait fourrer, qu'ils se sont en plus fait injecter des merdes dans leur corps, qui sont bourrés de conséquences dont on commence juste à voir la pointe de l'iceberg. Donc, la pilule est tellement grosse à emballer que dans certains cas, c'est facile de juste continuer à lever la manche puis continuer de se faire injecter. Vous comprenez? Mais il y en a qui s'étaient fait injecter sans être dans cet état de psychose de masse, qui l'ont fait parce qu'ils avaient besoin de certains accès, par exemple, d'aller voir leurs parents âgés ou d'aller à l'hôpital, etc. Et donc, pour conserver leurs droits, on ne va pas parler de privilèges, ce sont nos droits de nous déplacer librement dans notre pays, de franchir nos frontières, de gagner notre vie, eh bien, ces droits ont été bafoués, mais il y en a qui, pour essayer de se faciliter la tâche, ont capitulé sans nécessairement croire au narratif. Et là, ces gens-là qui se retrouvent maintenant sur la première ligne de piquet pour défendre leur salaire, pour défendre leurs conditions de travail, tout ça, commencent à plus la trouver drôle. Alors, si on tend, nous, les éveillés, qui avons vu clair dans le narratif, une main à ces gens-là, si on est capable de trouver un petit morceau de pardon dans notre cœur, puis on arrive à l'autre partie, eh bien, ça pourrait renverser la situation et on pourrait amener ces gens-là du côté de l'éveil qui pourrait faire qu'on aurait une masse critique qui nous permettrait de stopper les démarches qui sont en cours. Ça se passe dans certains pays de la planète en ce moment. Pourquoi pas le Québec? Pourquoi pas le Québec? Parce que cette solidarité qui a fait que les gens ont levé leurs manches pour sauver hein, les petites madames âgées en CHSLD, la même solidarité pourrait faire qu'on dise maintenant, oui, on va soutenir les professeurs, oui, on va soutenir tous ceux qui sont en grève, parce que cette solidarité qui nous vient du catholicisme peut jouer en notre faveur, mais il faut qu'on accepte, nous, de baisser un peu la garde. Et pourquoi on a tellement de difficultés à le faire? On arrive dans le vif du sujet. Alors, en ce moment, on souffre pour beaucoup, beaucoup d'entre nous d'un stress post-traumatique, d'un état vraiment traumatique qu'on peut appeler un stress post-traumatique post-COVID. Donc, la définition d'un stress post-traumatique, c'est un trouble mental qui peut survenir après l'exposition à des événements potentiellement traumatisants
sur le plan psychologique, y compris la mort ou une menace de mort, les catastrophes naturelles ou la violence. Donc, il y avait des choses comme ça à l'œuvre. Il y avait évidemment du rejet, des pertes d'emploi, peur de ce qui allait arriver au sens large, peur de perdre nos acquis, que ce soit notre maison, notre argent. Il y a des couples qui se sont laissés durant la pandémie. Il y a toutes sortes de situations. Les familles ont éclaté, les pertes d'emploi. Donc, plusieurs ont vécu ça pendant qu'on vivait le stress de la pandémie. C'était de l'inconnu en réalité. Alors, on se retrouve dans une situation de stress post-traumatique. Évidemment, des gens qui avaient déjà un autre stress post-traumatique précédent, la pandémie, ont vu leurs symptômes s'aggraver. Il y avait déjà un terrain qui était fragilisé. Alors, ceux qui ont eu carrément le virus, qui ont été malades du virus, ont aussi développé, dans certains cas, un stress post-traumatique suite à ça, parce qu'ils ont eu peur pour leur santé. Pensez aux gens qui ont été, par exemple, hospitalisés au début de la pandémie, où on voyait que les gens qui rentraient à l'hôpital, dans plusieurs cas, ne ressortaient pas. Eh bien, ça a créé ça aussi des stress post-traumatiques. Alors, comment on détermine s'il y a réellement un stress post-traumatique? Il faut remplir un questionnaire, ça peut se trouver en ligne. Et lorsqu'on a un score supérieur à 33 à la liste de contrôle de stress post-traumatique dans le livre de diagnostic médical qu'on appelle le DSM-5, alors on va parler d'un dépistage positif, mais évidemment, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer de stress post-traumatique. Et moi, comme naturopathe, je ne peux pas le faire. Je peux vous dire ce que j'observe et ce qui semble être plausible, mais un vrai diagnostic de stress post-traumatique, ça doit être posé par un médecin ou un psychologue, le cas échéant, mais ils vont prendre ce questionnaire qui est disponible en ligne et conduire une analyse avec vous. Alors, il y a une étude qui a été financée par le gouvernement du Canada, qui est comme passée sous le tapis. Je pense que je suis la seule à en avoir parlé. J'en avais parlé durant une entrevue radiophonique avec Samuel. Mais 63 des Canadiens ont vécu un événement traumatisant au cours de leur vie et 7 des Canadiens qualifient pour le stress post-traumatique. La prévalence est les plus élevée chez les femmes. On parle de 9 des femmes canadiennes qui sont diagnostiquées carrément avec un stress post-traumatique contre 6 des hommes. Et c'est plus prévalent chez les jeunes de 18 à 34 ans. On trouve 16 des jeunes femmes et 7 des hommes. Encore une fois, parce que cette question de l'isolement nous affecte, nous, plus les femmes que les hommes en raison de la sécrétion de sérotonine et d'ocytocine. Les hommes sont plus dominés par leur testostérone, qui est l'hormone de la combativité, donc ça les affecte moins, cet état d'isolement. Il faut comprendre que génétiquement, ce sont des chasseurs, donc qui peuvent plus être isolés durant leur période de chasse que nous, les femmes, qui sommes les cueilleuses, encore dans notre câblage évolutif. Alors aussi, vu qu'on est plus fragile, nous, les femmes, à ce genre de stress, ça va affecter la concentration d'estrogène, donc notre production d'hormones féminines, qui va être encore plus sensible lorsqu'on vit des événements traumatisants. Alors, c'est un cercle vicieux. Les oestrogènes nous prédisposent au stress et le stress affecte notre équilibre hormonal. Donc, les femmes ont été touchées particulièrement durement en raison de cet isolement. Souvent aussi le poids, que ce soit de garder des enfants à la maison ou d'aller voir des personnes âgées ou malades, ça reposait sur nous, donc on a vécu plus de fatigue. Je vis cela au quotidien avec des patientes qui m'expriment leur épuisement physique, mais aussi leur épuisement émotif d'avoir été ce pilier et d'avoir vécu cette solitude et cet isolement durant la pandémie. Alors, un des symptômes de stress post-traumatique, c'est vraiment qu'on va vouloir éviter les souvenirs récurrents et pénibles qui nous rappellent les événements. Pensez, par exemple, le cas le plus connu qu'on voit de stress post-traumatique, les soldats qui reviennent de la guerre. Ils peuvent entendre le bruit de pétards et puis ils vont sursauter et ils vont éviter ce genre d'environnement parce que ça les déclenche. Les sens veulent nous protéger et quand il y a une situation qui ressemble à ce qui a déclenché le stress post-traumatique, eh bien, ça nous refait revivre cela et donc on va avoir tendance à
éviter d'être déclenchés, donc les souvenirs récurrents et pénibles. Alors, ça aussi fait que, par exemple, on est invité au party de famille parce que là, les gens, ça ne les dérange plus qu'on n'a pas accepté l'injection et là, on n'a plus besoin de se mettre la guenille d'en face, mais nous autres, on n'a plus envie d'y aller. Pourquoi on n'a plus envie? Parce que les gens qui sont dans le narratif, dans leur état d'hypnose et de psychose collective de masse, on n'a plus de sujet de conversation avec eux autres. Que voulez-vous? Si on parle de santé, ils vont nous parler qu'ils viennent d'aller se faire injecter autre chose. Ils vont nous parler de leurs problèmes de santé, de leur cancer turbo qui est apparu, de leurs troubles de coagulation, de tout ce qui est associé à l'injection. Mais ils vont nous dire que ça n'a rien à voir avec l'injection. Donc, pour nous autres, qui ne sommes pas dans cet état d'hypnose, c'est très frustrant. Si on essaie de parler de politique, si on essaie de parler de ce qui se passe avec la guerre, ils ont une vision complètement biaisée, propagandée de ce qui se passe réellement. Donc, on ne peut pas parler d'actualité. Si on veut parler du prix de l'inflation et tout ça sur la nourriture, parce qu'on est autour d'une table, eh bien, ils ont un narratif qui est complètement biaisé encore là, où ils vont nous parler de leurs assiettes recyclables à cause de l'ébullition de la planète. Et donc, on ne s'en sort pas. Tous les sujets sont reliés de près ou de loin à ce qu'on a vécu dans les 3 dernières années et demie, presque 4 dernières années. Alors, c'est très, très difficile de trouver un sujet de conversation. Mais l'autre fait, c'est que pour nous, et dans certains cas pour eux, parce que pour eux aussi, on était stressant de ne pas se soumettre. Et donc, on venait confronter leur état d'hypnose. Alors, on les déclenche dans leur stress post-traumatique et ils nous déclenchent dans notre stress post-traumatique. Ils nous font vivre à nouveau le rejet. C'est difficile de passer outre la façon dont ils nous ont traités, de passer outre au fait que ces gens-là ont liké des publications qui disaient qu'on devrait laisser crever les non-injectés à l'extérieur de l'hôpital, de passer outre le fait qu'ils nous ont complètement isolés dans les dernières années. Tu sais, là, on a vécu des traumas, c'est des gens en qui on avait confiance, c'était des gens proches de nous qu'on aimait, et du jour au lendemain, pour une question de divergence d'opinion, pour une question qu'on n'a pas voulu se soumettre à un traitement génique expérimental, on s'est fait ostraciser. Alors, c'est normal que la blessure, elle est encore là parce que tant qu'il n'y aura pas de réconciliation, comme ça se fait, par exemple, on regarde les Afro-Américains qui ont besoin de cette réconciliation, que les gouvernements admettent que cette situation-là a bel et bien eu lieu et qu'il y ait amende honorable qui soit faite, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Alors, nous, on a vécu un traumatisme. On a vécu un traumatisme qui est encore là parce qu'il y a encore plein de choses qui se passent dans l'actualité et on ne peut pas faire comme si c'était jamais arrivé. Et c'est ça que les gens essaient de faire en ce moment. Ils nous réinvitent, tout heureux d'être contents, d'aller souper avec eux autres pour Noël. Mais pour nous autres, ça fait comme à ta minute. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas arrivé parce qu'il y a un traumatisme qui est là. Alors, il faut déjà qu'il y ait admission de cette situation. Tu sais, quand les gens ont vécu, par exemple, des situations d'abus, des situations de violence, bien, c'est pour ça qu'ils ont besoin de confronter l'agresseur parce qu'il faut qu'on admette ce qu'ils ont vécu. Cette situation-là, là, qui est à l'intérieur de leur système nerveux et qui est redéclenchée régulièrement, il faut la sortir de nous, mais pour ça, il faut admettre qu'elle a bien eu lieu. Que ce que nos sens ont perçu, ce n'était pas une illusion. Ça a bien eu lieu. Et on a besoin que la personne admette sa part de responsabilité, évidemment, quand c'est possible. Il y a des gens qu'on ne pourra jamais avoir ces conversations-là avec eux, des gens aussi qui sont décédés. Donc, mais quand c'est possible, l'admission du tort par l'agresseur, c'est sûr que ça nous aide à se réconcilier. Alors, évidemment, cette situation de stress post-traumatique qui est encore là rend les choses très difficiles. Et si vous pensez que c'est juste mon interprétation, je vous parle d'une étude menée en juin 2020, donc au début de la pandémie. Imaginez tout ce qui s'est passé entre-temps. Mais déjà en 2020, 40,9% des répondants ont signalé au moins un problème de santé mentale ou comportementale, y compris des symptômes de troubles anxieux ou de troubles dépressifs dans 31% des cas. Des symptômes d'un trouble lié à un traumatisme, à un facteur de stress, donc stress post-traumatique, lié à la pandémie, 26,3%. Donc, déjà, au début de la pandémie, on s'approchait d'une personne sur 3 qui disait éprouver un stress post-traumatique.
Alors, imaginez avec tout ce qu'on a vécu depuis, on peut dire que c'est pratiquement tout le monde. Et comme je vous dis, c'est autant ceux qui sont du côté des hypnotisés qui ont été soumis à la psychose collective de masse. Dans cette même étude, on parle aussi de l'augmentation de la consommation des substances pour faire face au stress et aux émotions liées à la pandémie. On parle de 13,3 %. Il y a d'autres études qui citent des chiffres beaucoup plus élevés. Donc, on sait que pendant que tout était fermé, qu'on avait peur, qu'on était isolé, eh bien, les seules choses qu'on pouvait encore faire, c'était de consommer de l'alcool, du cannabis et des médicaments prescrits. Hein? Donc, même pour ceux qui ne croient pas à notre narratif, il me semble qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, comme on dit. Alors, on voit que ces situations où il y a eu des décharges élevées d'adrénaline et de cortisol laissent des empreintes comme des décharges électriques spécifiques dans notre corps et on peut être encore périodiquement soumise à ces décharges électriques quand on vit des émotions apparentées. Alors, quelles sont ces émotions? On va parler de blessures. Je vous ai fait un live il y a, je pense, 2 semaines. Vous allez le retrouver dans mes vidéos. Vous le retrouvez aussi sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Les 5 blessures. C'est probablement, dans les centaines de lives que j'ai fait dans les dernières années, c'est probablement un de mes lives les plus importants. Donc, je vous invite réellement à aller écouter ce live. Vous avez des journées de congé intitulées Les 5 blessures. Ça fait longtemps, évidemment, j'ai été formée en approche psychocorporelle, en intelligence psychocorporelle. Et donc, j'avais visité ce livre des 5 blessures de Lise Bourbeau, qui n'en est pas l'instigatrice, mais elle a certainement contribué à populariser, vulgariser ces notions de 5 blessures. Et je les ai revisitées pour préparer mon live parce que je voyais bien que c'était en lien avec ce qu'on vit socialement présentement et que lorsque ces blessures ne sont pas adressées, qu'on continue à vivre du stress dans notre corps, ça dérègle nos hormones, ça dérègle notre digestion, ça dérègle tout, notre sommeil, etc. Et donc, maintenant, je suis obligée de passer à peu près la moitié de la consultation en naturopathie avec les gens à donner des techniques de gestion du stress parce qu'on a ce stress post-traumatique qui est engrammé dans notre corps physique. On continue de vivre des situations sociales stressantes par rapport à ces gens-là, par rapport à d'autres. Et donc, on est déclenché dans notre stress post-traumatique et dans nos blessures. Alors, j'ai voulu faire un live pour adresser les blessures et j'ai vu à quel point on pouvait s'identifier, nous, les moutons noirs, les complotistes, appelez-nous comme vous voulez. Pour moi, c'est vraiment rendu une badge d'honneur d'être qualifié de complotiste. Donc, les 5 blessures, d'abord, sont la blessure de rejet. Ça, c'est celle qu'on peut vivre dans le ventre de notre mère. Je ne vais pas m'étendre longtemps, je ne vais pas les expliquer en détail parce que je vous invite vraiment, vraiment à aller écouter ce live sur les 5 blessures. Mais donc, la première blessure, c'est le rejet. Ensuite peut venir l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice qui n'est pas nécessairement subie par tout le monde. Et plusieurs personnes ont une blessure ou 2 ou 3. C'est rare qu'on a les 5. Dans certains cas, on a les 5. Et les blessures vont être plus ou moins importantes. On peut avoir vécu des petits rejets, mais que ce n'est pas ça qui est, par exemple, déterminer notre trajectoire de vie. Et suite à ces blessures, on va développer des masques. Hein. On a une blessure et notre ego, dans le vrai sens du terme, l'ego qui est notre système immunitaire émotionnel, comme j'aime l'appeler, l'ego va développer des mécanismes de protection qu'on appelle des masques. Donc, des stratégies, dans certains cas, d'évitement ou d'adaptation à notre environnement. On va devenir la petite fille parfaite pour ne pas être rejetée. On va devenir, au contraire, peut-être la rebelle par rapport aux situations d'injustice. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que les gens qui ont réagi, les éveillés particulièrement, durant la pandémie, on a au départ la blessure de rejet qui a été ensuite mise à vif par la blessure d'injustice. Donc, la plupart d'entre nous sommes très réactifs à l'injustice. Alors, évidemment, cette grande injustice sociale, ils voulaient nous imposer des mesures qui n'avaient aucune base scientifique, des mesures qui transgressaient nos droits et libertés reconnus par la Charte des droits et libertés canadienne, qui transgressait le Code de Nuremberg, qui garantit un consentement libre et éclairé à tout traitement médical. Eh bien, nous, ça déclenchait ce sentiment d'injustice en nous et cette blessure d'injustice qui s'ajoute à la blessure de rejet,
eh bien, elle n'est pas nouvelle parce que la plupart des blessures arrivent dans nos 7 premières années de vie. Donc, c'est comme si on venait frapper sur un clou qui avait déjà été abîmé au fil du temps. Et donc, la blessure de l'injustice va générer le masque de la rigidité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 types de rigidité qu'on va développer suite à la blessure d'injustice, soit la rigidité conformiste. Alors là, vous pensez aux gens qui mettent leur masque tout seuls dans leur voiture, elles sont super rigides, mais eux appliquent leur rigidité en se conformant. Donc, eux, leur moyen de pallier à l'injustice et au rejet dans la vie, ça a été de devenir des petits soldats obéissants. Quelque part dans leur trajectoire de vie, ils ont compris, ils ont internalisé que s'ils étaient des petits soldats obéissants à l'ordre, s'ils se conformaient, eh bien, ils n'allaient pas être déclenchés dans leur blessure de rejet et d'injustice. Alors, eux, évidemment, quand est arrivée cette situation, eh bien, les gouvernements ont misé sur ces gens-là, ont misé sur notre héritage judéo-chrétien, sur notre héritage de colonisés qui ont perdu la guerre aux mains des Anglais, qui se sont laissés mener par des gouvernements comme celui de Duplessis. Alors, on a exacerbé ces blessures d'injustice en disant, mais là, vous pouvez être les bons petits chrétiens en allant vous faire injecter, puis on va même vous donner un hot dog. Là, c'était Papa Legault qui disait. Là, ça a pogné dans la gang de rigides qui se conforment. Mais l'autre gang de rigides qui sont blessés par les injustices, c'est nous autres. C'est les rigides rebelles. Alors, comprenez-vous comment la division s'installe dans la société? Non seulement il y a eu l'hypnose puis la psychose de masse, puis la réorganisation psychosée des gens qui voulaient faire fitter leur niveau de stress avec leur environnement, donc qui se sont créés une réalité intérieure complètement déconnectée de la réalité. Alors déjà, ça aurait pu contribuer à cette division, puis ensuite le rejet qu'ils nous ont fait vivre et que dans certains cas, on leur a fait vivre. Eh bien, en plus de ça, la blessure d'injustice génère cette rigidité, soit conforme, soit rebelle. Alors, autant nous autres, on est fermes, il n'y en a pas là, des gens qui ont flanché pour les injections en 2023. Hein? Il n'y en a pas. Soit ils ont flanché au début, soit ceux qui n'ont pas voulu flancher, le 8 de la population. Il n'y en a pas qui ont tenu le fort pendant 2 ans puis qui ont flanché après, là. Parce qu'on est des rigides rebelles. Notre idée, il n'y avait personne qui allait nous en faire sortir. Moi, pour en avoir parlé avec plein de gens, là, les gens me disaient, moi, j'étais prête à mourir pour ne pas me faire injecter. J'étais prête. S'il allait rentrer chez moi avec un gun et une injection, j'étais prête. Alors, regardez, quelque part, c'est pas logique parce qu'on ne veut pas prendre une injection qui risque de causer des effets secondaires pouvant entraîner la mort, mais on est prête à se faire tuer pour ne pas la prendre. Comprenez-vous? Il faut être rigide en tabarnouche dans nos convictions. Moi, j'étais une de celles-là, alors je vous dis ça complètement sans jugement. J'étais et je suis une de celles-là. Que si on va me forcer à m'injecter une injection génique expérimentale ou une puce numérique, je vais opter out d'une façon ou d'une autre, mais je ne cheminerai pas dans cette voie. Et je sais que je ne serai pas la seule à ne pas cheminer dans cette voie. Donc, évidemment, ça crée une division parce qu'on n'a plus de sujet de conversation avec eux, on est rigide dans nos choix, on a compris, on a vu clair pendant que les autres se faisaient hypnotiser puis étaient victimes de la psychose de masse. Nous autres, on essayait de comprendre les dynamiques de pouvoir, la géopolitique, on s'informait sur les guerres, l'économie, l'histoire dans certains cas. Et donc, on est obligé de prendre ça à bouchée double. Et puis maintenant, on comprend. Alors, on ne peut pas ne plus savoir ce qu'on sait. Des fois, on voudrait, hein? Je sais qu'on est nombreux à dire, nous, on dit que des fois, là, hein, si on pouvait mettre la switch à off, puis juste être inconscient pendant un bout de temps. Des fois, on aimerait ça, mais malheureusement, c'est le prix à payer pour la conscience. On n'a pas de retour en arrière possible. Et donc, et c'est ça. Alors, on se retrouve dans cette situation de division entre donc les conformistes
et les rebelles. Alors, vous imaginez comment c'est difficile de réconcilier ça. Et comme on l'a dit, ces conséquences-là, ça touche tous les aspects de notre vie parce qu'on ne peut plus parler de rien. C'est difficile de rester en terrain neutre. Tu sais, avant, il y avait un dicton qui disait de religion et de politique, il ne faut pas discuter en société parce que justement, dans les soupers de famille, ça créait des chicanes. Mais là, de quoi on va parler? C'est plus juste la religion et la politique, c'est de tous les sujets que cette situation imprègne en réalité. Donc, c'est difficile d'avoir des sujets. Alors, ça va générer de l'isolement parce qu'on se dit, mais tabarouette, si je vais aller là, pourquoi? Puis il faudrait que je parte de ben trop loin pour leur expliquer, même si, mettons, qu'ils auraient l'ouverture, mais on sait très bien qu'en général, ils n'auront pas l'ouverture, ils vont être en majorité, on va se retrouver à être obligé d'échanger des banalités. Puis un des points communs des éveillés, c'est qu'en général, on est des gens authentiques. On n'est pas des gens qui sont à l'aise dans ces échanges de banalités, puis de faux semblants et de lèche-cul. Donc, d'aller dans des parties juste pour dire qu'on est allé, puis pour faire plaisir à, puis quand on sait qu'encore une fois, on va être mis à l'écart, consciemment ou inconsciemment, et des fois, c'est nous qui se mettons à l'écart. Donc, au lieu de se faire rejeter, on a adopté cette attitude de rejeter avant d'être rejeté ou à la place d'être rejeté. Et c'est très compréhensible dans ce contexte. Alors, ça crée un sentiment nécessairement d'aliénation, d'isolement. Ce que j'explique souvent aux patients, c'est que quand on change de niveau de conscience, là, ça a été un gros bond évolutif, là. Mais dans toutes les étapes de notre vie, souvent suite à des deuils, des pertes importantes, on a eu des bonds évolutifs comme ça. Et quand on change de niveau de conscience, c'est vraiment comme si on montait dans un ascenseur. Donc, je leur dis souvent, tu sais, au premier niveau, quand tu arrives dans un édifice, dans un hôtel, c'est grand, il y a bien du monde, il y a un lobby, il y a du bruit, il y a des interactions. Puis là, à un moment donné, un événement te précipite que tu dois monter au deuxième étage. Alors, normalement, le deuxième étage, il y a déjà moins de mouvement, il y a moins de monde. Mais entre les deux, il y a l'épisode dans l'ascenseur où on peut juste mettre une petite quantité de gens, puis en général, c'est pas mal tranquille, puis pas mal plate, puis pas très beau dans l'ascenseur. Mais là, au deuxième étage, là, déjà, c'est différent. Là, si on va voir la vue en bas, la vue est différente, puis ainsi de suite. On a des étapes dans notre vie où on reprend l'ascenseur, puis à un moment donné, on ouvre la porte, puis on est rendu au penthouse. Là, vous savez qu'au penthouse, c'est sur invitation seulement, là. C'est pas la masse qu'on retrouvait au premier étage. Dans le penthouse, c'est sur invitation seulement. Il y a très peu de gens qui sont dans les sphères plus élevées de conscience. Il faut faire une belle ride en ascenseur pour arriver là. Mais quand on est là, waouh, la vue qu'on a et la qualité des échanges qu'on a avec ces gens qui sont là sur invitation seulement. Comprenez-vous? Mais il faut accepter ce petit voyage en ascenseur qui est plus solitaire, qui est plus plate, avec la confiance qu'on est dans une période de transformation et qu'ensuite, on va arriver dans le penthouse et que ça va être beau et plaisant dans le penthouse. Et il va y avoir des nouveaux amis potentiels dans le penthouse. Des gens qui sont maintenant sur notre nouveau niveau de conscience. Et malheureusement, on ne peut pas amener tout le monde qui était au premier étage avec nous autres dans l'ascenseur. Alors, il y a des deuils qu'on doit faire dans ce processus. Donc, cette grande division opère une élévation de conscience, dans certains cas. Il faut rentrer dans l'ascenseur et on ne peut pas emmener tout le monde avec nous autres. Et donc, il faut accepter de se départir en sachant que l'univers ne tolère pas le vide, en sachant que quand on va arriver dans le penthouse, il va y avoir des nouveaux amis potentiels. Mais là, il va falloir aussi accepter de sortir de notre zone de confort. Parce que tout le monde qui arrive dans le penthouse est dans la même situation que nous autres. Ils sont obligés de laisser les gens qui aimaient au premier étage. Donc, eux autres aussi sont tout seuls. Eux autres aussi sont isolés. Eux autres aussi sont dans leurs blessures de rejet, d'injustice, dans certains cas d'abandon, de trahison, etc., etc. Eux autres aussi sont traumatisés, pareil comme nous autres. Eux autres aussi aimeraient ça se faire des nouveaux amis. Tout le monde à qui je parle me confie vivre de l'isolement puis vouloir rencontrer des nouvelles personnes. Mais pourtant, j'organise des trucs et personne ne prend le livre. Parce qu'on est tous traumatisés. On a peur de vivre encore du rejet, de l'injustice. Sauf que si tout le monde continue à penser comme ça, il n'y a pas de chimie qui va s'opérer. C'est comme si on a tous les ingrédients du gâteau dans le penthouse, là, mais il n'y a personne qui les met dans le bol. Fait que là, on a tout ce qu'il faut, tout le monde ensemble, mais
le pudding ne pogne pas, comme dirait Julie. Hein? Le pudding ne pogne pas, le jello ne pogne pas, parce que les éléments sont isolés. Alors, ça, ils l'ont compris. L'isolement, ça crée toujours notre faiblesse parce que dans la nature, contrairement au narratif qu'on nous a enseigné de survival of the fittest, la théorie darwinienne de survie du plus fort, c'est ceux qui collaborent qui survivent dans la nature. Ce n'est pas les plus forts, c'est ceux qui collaborent le mieux. Toutes les unités de la nature sont organisées en collaboration. Donc, il faut sortir de notre zone de confort. Dans notre petit confort puis notre isolement, là, des fois, on est mal à l'aise, puis on vit on ressasse nos blessures et tout ça. Il n'y a pas de croissance dans notre zone connue de confort. Il faut sortir de notre zone de confort pour croître. Et je peux vous dire, pour avoir assisté à quelques événements au Québec dans les dernières années, dont le congrès de la Fondation en juin dernier, dont un party chez Samuel au mois de juillet l'année d'avant, chaque fois que je suis allée dans des événements, les propres conférences, cérémonies du solstice, etc., que j'ai organisées, les liens sont extraordinaires, les gens qui se rencontrent, notre nouvelle gang, les éveiller entre nous, justement parce qu'on a cette soif d'authenticité, parce qu'on a des blessures qu'on porte qui sont très similaires les unes aux autres. Je pense aussi qu'on est une famille d'âmes qui avons choisi de s'incarner durant cette période de renaissance de l'humanité ensemble, qu'on a l'impression de se retrouver comme quand on retrouve des amis d'enfance, on a des connexions. Autant on a de la difficulté à parler avec les endormis, les hypnotisés, autant les conversations entre nous autres sont riches. Personne qui parle contre personne, on parle de toutes sortes de sujets, on a du fun, on connecte, c'est léger, c'est nourrissant. Donc, il faut pour ça accepter de sortir de notre zone de confort pour aller se faire de nouveaux amis. Et l'autre chose qui est très importante aussi dans ce processus d'atterrir dans ce grand, beau, nouveau penthouse avec des nouveaux amis potentiels, c'est de garder la fréquence à laquelle on veut vibrer. J'ai lancé à nouveau cette année le défi 21 jours de gratitude. Je suis super en retard dans mon propre défi, mais vous pouvez aller sur le mur du défi 21 jours de gratitude pour aller mettre vos gratitudes. On peut les faire en rafale pour finir 2023 avec 3 gratitudes par jour, donc 63 gratitudes pour ce défi 2023 pour aller chercher le positif. Mais donc, c'est important de vibrer ce qu'on veut attirer dans notre vie. La gratitude est un moyen de focaliser notre attention sur ce qu'on a pour attirer plus de ce qu'on a et de ce qu'on veut. Parce que quand on focus sur le manque, le message qu'on envoie à l'univers, c'est qu'on est sur cette fréquence-là. Si on passe notre temps à dire « je m'ennuie d'un tel, je vis de l'isolement », s'apitoyer, c'est la fréquence qu'on envoie dans l'univers. Alors évidemment, les gens qui sont sur une belle fréquence de gratitude, sur une fréquence d'amour inconditionnel, d'acceptation, etc., eh bien, ces gens-là, on ne risque pas de les croiser dans le penthouse parce qu'on n'est pas sur la même fréquence qu'eux. Et si on les croise, bien, notre énergie de manque n'est pas très attrayante pour eux. Donc, on veut émaner l'énergie qu'on veut attirer. Puis là, vous allez me dire, oui, mais Chantal-Anne, qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est ça que je vis, de la tristesse et de l'isolement, puis tu dis qu'il faut être dans notre authenticité. Oui, mais en anglais, il y a une phrase qui dit « fake it till you make it ». Fais semblant jusqu'à temps que tu l'aies. Et ce n'est pas un faire semblant de théâtre, mais c'est une manière de visualiser. Vous savez, je ne me souviens plus qui avait mentionné cette histoire, mais quelqu'un parlait de son séjour avec des chamans. Je pense que c'était dans le désert du sud-ouest américain, mais je suis plus sûre, ça fait longtemps que j'avais lu ce truc. Et le chaman faisait la danse de la pluie et il remerciait l'univers, puis les dieux, pour l'abondance de pluie. Alors, le gringo, l'étranger, ne comprenait pas pourquoi il remerciait pour l'abondance de pluie. Il dit, mais il ne pleut pas, si on est dans un climat complètement désertique, comment tu peux remercier pour l'abondance de pluie? Et chaman lui a expliqué, dans ses mots, qui ne comprenait peut-être pas comment fonctionne la loi d'attraction réellement, mais lui a expliqué que c'est en se mettant dans cette fréquence de gratitude et d'abondance qu'il pouvait la manifester. Donc, ils ont compris, des gens qui sont souvent plus proches
des lois naturelles universelles ont cette sagesse de la vie, de l'école de la vie, qui fait qu'ils sont capables de manifester plus facilement que nous quand on est dans l'interférence de notre mental, puis dans nos peurs qui ont été générées par les élites qui veulent nous priver de nos droits et concentrer le pouvoir et les richesses toujours de plus en plus dans leurs mains. Alors, il faut vraiment, même si en ce moment, on ne vit pas, cette connexion sociale qui nous fait défaut, si en ce moment on est dans l'état de division, il faut vraiment euh, trouver le moyen de se mettre dans cette fréquence. Un des moyens, c'est avec la gratitude. Un des moyens, c'est avec les animaux de compagnie, parce qu'on est dans l'ouverture du chakra du cœur, dans l'amour universel avec les animaux de compagnie. On peut carrément faire des visualisations, être dans le moment présent, mais tout en visualisant, par exemple, qu'on répare les relations avec ces personnes qui nous étaient chères et avec lesquelles on s'est éloigné, desquels on s'est éloigné au cours des dernières années en raison de ce qui s'est passé. On peut visualiser déjà dans l'énergie une réconciliation. Et on la vit émotivement comme si c'était vrai. Quel plaisir je vais avoir quand je vais serrer ma sœur dans mes bras, quand je vais revoir mon fils, quand je vais pouvoir à nouveau aller à tel endroit, passer du temps avec un tel ou tel. On visualise ces événements et on se connecte à l'émotion qu'ils nous font ressentir. Et ça se peut que temporairement, ça nous fasse vivre de la colère, de la peine, toutes ces réponses. Mais on accueille, tout simplement. Je vous ai mis la semaine dernière euh, le vidéo, le Santé sans censure, c'était sur survivre au temps des fêtes. Je vous ai donné plein de stratégies et je vous les ai mis aussi en format blog que vous pouvez retrouver sur mon site web chantalanzuma.com. Donc, le blog Survivre au temps des fêtes. Tout ce que je vous parle dans le webinaire, je vous ai publié l'information pour que vous n'ayez pas à la prendre en note. Comme je vous dis habituellement, c'est réservé à mes membres, mais cette fois-ci, je trouvais que c'est important que tout le monde y ait accès. Alors, aller lire les petites stratégies pour passer à travers les fêtes. Mais donc, c'est moyen de s'ancrer, d'accueillir notre ressenti, de se poser toujours les deux mêmes questions. Comment je me sens en ce moment et de quoi ai-je besoin? Alors, on essaie de nourrir notre âme, de nourrir la petite Chantalane qui a peut-être vécu des rejets, d'injustices, reliés aux fêtes, reliés à un paquet de choses, d'essayer d'aller, moi, prendre soin comme adulte bienveillante de mes propres besoins. Ce n'est pas en réalité la responsabilité de personne d'autre que de nous amener cet état de bien-être intérieur, cet état de paix intérieure. Et donc, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, on essaie de respecter ses souhaits de paix, de bonheur et de santé dans la période des fêtes, dans la période du solstice d'hiver qui avait lieu hier. Donc, le fameux solstice, c'est vraiment la journée où on ne le sent pas encore, mais où les journées commencent à être plus longues que courtes. Donc, on retourne vers la lumière et c'est la symbolique de l'étoile en haut du sapin. Et donc, il nous vient des traditions païennes. Vous savez que les catholiques ont fait ce qu'on appelle en anthropologie des syncrétismes religieux, c'est-à-dire qu'on a uni des points du paganisme et de d'autres religions avec cette nouvelle religion catholique, le nom des saints, les journées qui étaient célébrées, on leur a donné des noms de saints et tout ça. Et donc, on a mis la naissance de Jésus le 24 décembre parce que les païens célébraient déjà le solstice le 21-22. Donc, on a fait un recyclage, si on veut, des traditions qui étaient déjà présentes. Mais donc, n'empêche que ce temps de l'année où on s'en va vers la lumière est traditionnellement associé à la lumière en nous, évidemment, à l'amour, mais aussi à la paix mondiale. On vit en ce moment des temps particulièrement tumultueux. Je pense que je ne vous apprends rien. Euh, on semble voir un espoir de paix en Ukraine après avoir tué des centaines de milliers, en fait, toute une génération d'hommes ukrainiens. Mais il semble y avoir une possibilité de paix pour l'instant en Ukraine, mais la situation au Moyen-Orient est exacerbée et à mon sens, elle le sera de plus en plus parce que Biden est au plus bas de sa popularité. Euh, je pense qu'on va lui demander de se retirer dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, peut-être mettre Kamala Harris à sa place. On verra ce qui va se passer. Mais historiquement, lorsque
des présidents étaient au bas de leur popularité. Ils se sont soit retirés ou ils ont déclenché des guerres. Et vous savez que Biden ne voulait pas se retirer de la guerre en Ukraine. Bon, maintenant, ils en ont une plus sexy qui est celle en Israël. Et en Israël, ça va être très, 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 très difficile. Pas impossible, mais très difficile de se retirer parce que le Sénat est complètement infiltré. Le sionisme est complètement infiltré du pouvoir juif. Et donc, eux ne veulent pas un cessez-le-feu. Ils veulent conquérir complètement Gaza et au plus large sens la Palestine, parce que vous savez que pour eux, lorsqu'ils auront le territoire occupé d'Israël au grand complet, ça va signifier le retour de leur Messie, de l'Antéchrist et donc éventuellement de, on ne sait pas quoi, hein, mais à mon sens, ce n'est pas une thèse ou une religion qui célèbre la vie, donc qui n'est pas du tout axée du côté de la lumière, on s'en va beaucoup plus du côté des ténèbres. Mais vous savez qu'il y a des expériences comme la méditation qu'on appelle l'expérience Maharaji, pardon, où on a fait méditer des milliers de personnes en Inde et on a vu que ça avait eu un impact sur le taux de criminalité, sur un paquet de facteurs dans les villes avoisinantes et tout ça. Donc, on sait que quand on a une masse critique, entre 3 et 10 de la population qui pose un geste porteur de lumière, ça a un impact sur le restant de la population. Alors, comme je me répète souvent avec cette analogie, vous savez qu'on a besoin juste d'une chandelle dans une pièce pour briser l'obscurité de la pièce en entier. Même un grand, grand sous-sol. Vous arrivez avec une chandelle, vous percez l'obscurité. Alors, il faut faire notre part tout en respectant nos sentiments. Je ne vous dis pas de pardonner, mais on doit faire notre part pour unifier cette division parce que lorsqu'on est divisé, on est plus faible. Lorsqu'on est uni, on est plus fort. Et profiter du climat social du Québec en ce moment, profiter des fêtes pour tendre la main. On peut toujours pardonner puis se réconcilier plus tard, mais posons le geste de tendre la main. Envoyer un petit message. De laisser un message sur un répondeur, boîte vocale, pour dire je pense à toi dans cette période des fêtes, je voulais juste te le dire. J'espère que tout va bien dans ta vie. Tout simplement. Un petit geste vers l'autre. C'est une manière de nourrir notre sentiment de plénitude, de gratitude, d'élever, d'amplifier notre lumière, à nous, personnellement. Et si on est une masse critique à le faire, comme la petite chandelle dans le sol, on va peut-être illuminer notre belle province, notre beau pays, puis ultimement la planète. Pourquoi pas. Là-dessus, tout le monde, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je serai là dimanche soir, le 24, avec les belles rencontres, comme à l'habitude, à 20h. Je vais envoyer des liens aux autres blogueurs. Samuel Grenier devrait être là. Il est en déplacement en Europe, mais il va essayer de faire une petite apparition. Je vais envoyer l'invitation aux autres blogueurs parce que je sais que vous êtes plusieurs à être seuls. On va venir passer un temps avec vous autres. Ça va être très relax, très convivial. Un petit verre de mousseux. On va célébrer ensemble. On va rentrer en, en ce 25 ensemble, célébrer réellement cette tradition catholique qui est quand même pour nous 73 de la population québécoise, même si on n'est pas nécessairement pratiquant. On a été élevés dans la tradition de Noël, alors on va la partager ensemble. Ça va me faire plaisir de vous retrouver. Je suis seule aussi en République dominicaine. Alors, on va passer du temps ensemble. Dimanche soir, je vais vous inviter à venir en nombre, me parler de comment vous passez votre soirée. On pourra revenir sur la thématique de la grande division, mais je veux surtout des solutions. J'aimerais ça qu'on entre non seulement
en gratitude en 2024, mais qu'on entre aussi avec des solutions. Alors, j'aimerais ça qu'on parle de qu'est-ce qu'on va faire, à quoi tu t'engages, toi, personnellement, pour mettre un peu plus de lumière dans la province, dans notre vie et ultimement sur la planète. Alors, ciao, ciao tout le monde. Merci d'avoir passé ce vendredi soir avec moi. Je vous retrouve dimanche soir.